pour commenter ce cas clinique. Donc l'objectif, c'est qu'en effet de partir de ce cas, en cela qu'il est très complexe, pour évoquer la difficulté de décider tout seul. Donc nous allons appeler pour la première table ronde Thierry Saint-Val, qui est donc médecin à la fois urgentiste et médecin de passe à l'hôpital de Bayonne, le centre hospitalier de la Côte Basque. Il est également vice-président du collectif national des passes. Régine Chérézy, qui est cadre socio-éducative au CHU de Montpellier. Guillaume Chenel sera remplacé par Sophie Beaupère, et Guillaume Chenel remplacera Sophie Beaupère cet après-midi. Donc Sophie Beaupère est vice-présidente de l'ADH et directrice générale adjointe du Centre de lutte contre le cancer de Lyon et de Rhône-Alpes. Également Stéphanie Larchanché, qui est anthropologue et également présidente d'ISM Interprétariat. Et pour avoir un éclairage juridique concernant cette situation complexe, nous appelons également Julien Hartmann, qui est juriste, qui est également un professionnel travaillant à ISM Interprétariat, qui donc remplace Loïc Ricourt, qui n'a pas pu, qui a eu un empêchement pour cette journée. Et cette table ronde sera animée par Christine Gérier-Desboltes, la vice-présidente, l'autre vice-présidente de l'ADH, directrice du CH de Saint-Gaudens, et Denis Méchali. Saint-Gaudens, pardon. et Denis Méchali, qui est médecin à la PASS de l'hôpital Saint-Louis, membre du collectif national des PASS et coordinateur du comité éthique du collectif national des PASS. Bonne session. Alors, on se retrouve avec un théâtre en miniature. On a le médecin, on a le directeur, on a le cadre social, on a l'interprète, on a le juriste. Et le grand absent, c'est le malade qui potentiellement va coûter très cher parce qu'il a une grave maladie et qui n'a pas de financement clair. Donc, ça pourrait être la discorde entre nous. Or, ce qu'on va essayer de montrer, c'est que si nous avons des logiques qui sont différentes, on peut arriver à trouver une solution, comme disait Claire, qui ne soit pas forcément la meilleure, mais qui soit en tout cas la moins mauvaise possible. Alors Denis, qu'est-ce que tu en penses? On commence par le médecin qui va nous dire quelle est sa logique et comment, devant un cas comme celui qu'on a présenté, il se positionne. Eh bien, bonjour à tous. Comme l'a dit si bien Claire, j'arrive du centre hospitalier de la Côte Basque. Je remercie donc l'ADH, le collectif national des passes, de me permettre de discuter avec vous et d'exposer le point de vue, je vais dire, du médecin urgentiste. Je vais essayer de ne pas montrer mon côté passe cette fois-ci, mais mon côté médecin urgentiste et peut-être praticien hospitalier, tout en sachant que, comme disait Pasteur, on ne demande pas à un malheureux de quelle religion, de quel pays es-tu. On lui dit simplement, tu souffres, je te soulagerai. Et à partir de ce moment-là, le médecin, par son serment d'Hippocrate, reçoit au service des urgences, alors je vais être très caricatural, hein, va recevoir un patient, comme on a dit, qui est en fin de vie. Et la première chose qu'on va se dire, c'est que, mince, il va occuper mon box d'urgence pendant 4 à 6 heures parce que c'est hyper compliqué. A priori, il n'a pas de couverture sociale. A priori, il est étranger. Et en plus, je viens de découvrir une masse énorme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais l'hospitaliser. Je vais l'hospitaliser parce que la douleur est intolérable. Pour moi, en tant que médecin,
Qu'il n'ait pas de couverture sociale, je m'en fiche. Je vais le faire monter dans un service de médecine ou en UHCD, le temps qu'on puisse un peu débrouiller le terrain. Et bien évidemment, caricatural, et après on laissera et on pourra y changer, eh bien je vais appeler l'assistante sociale des urgences parce que je crois qu'il y a un petit problème. Et je vais laisser Régine un peu expliquer ce qu'elle va faire après cette courte intervention, et après on y reviendra. Merci Thierry. Donc effectivement, c'est un jeu de rôle, hein. Régine Chérézy, je représente aujourd'hui le service social hospitalier. Je pense que mes collègues sont nombreuses de l'Assemblée. Tout d'abord, ce cas clinique, pour nous, il est intéressant dans le sens où on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la santé sociale qui va s'intéresser à la problématique et au devenir de ce monsieur. Je crois que le grand changement aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une assemblée et on va penser à se mettre à plusieurs pour rechercher une solution. Je crois que la caricature n'est plus de dire c'est le problème de la santé sociale. Je crois que de moins en moins les établissements pensent le devenir de leurs patients comme ça. Moi, ce cas clinique, et par rapport, pour faire écho à ce que disait Claire, je souhaitais vous lire ce que j'ai lu cette semaine. C'est 4 phrases, hein, mais je trouve que c'est important parce que l'usager, il n'est pas là aujourd'hui, c'est de lui dont on parle, et le service social, on a souvent pour habitude d'être un peu leur porte-parole. Je vais vous lire ces phrases. Donc, je mets mes lunettes, hein, puisque je suis prothésée. La HAS a réuni le 14 octobre un panel de citoyens et de représentants d'usagers du système de santé afin de recueillir leurs réflexions sur la question de la pertinence. La pertinence, c'est des soins, bien sûr. Ils ont rédigé un avis définissant un soin pertinent comme un soin adapté aux besoins du patient, à son environnement de vie, administré suite à un véritable échange avec le médecin et les professionnels, ayant une balance bénéfice-risque favorable, utile et juste scientifiquement, et enfin, un soin accessible à tous les citoyens, aussi bien au plan géographique que financier. Alors, ça pourrait être une conclusion, mais je crois que par rapport à ce qu'on a vu là, de ce cas clinique, c'est l'ensemble qui nous dit aujourd'hui comment on doit se positionner. Hein ? Claire disait un soin juste, mais presque économe. Les usagers, eux, parlent quand même d'une pertinence, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion. Ça ne peut pas être que de l'économie. Donc je vais botter en touche et passer la parole maintenant à un directeur. Merci. Alors effectivement, je vais déjà d'abord commencer par forcer un petit peu le trait. Si je suis un jeune DAF un peu inexpérimenté, je vais déjà être stressé par la situation, parce que je suis également d'astreinte, parce que je ne suis pas que DAF, étant directeur d'hôpital. Donc l'équipe me fait part de la situation, et je me dis, puisque mon objectif est de tendre vers le Graal du directeur financier, qui est l'équilibre budgétaire. Donc je me dis, une situation qui va potentiellement plomber la DMS du service d'urgence, et donc que puis-je faire pour lutter contre ce bed blocker, puisque c'est une des expressions du langage de la gestion des lits, hein, quand un patient reste trop longtemps à une durée de séjour atypique et qu'il bloque un lit pour permettre à un autre patient d'être dans ce lit. Donc j'ai plutôt je suis inquiet, car non pas parce que j'ai une pure logique comptable, mais parce que je sais que l'équilibre financier, c'est le garant aussi d'un dialogue social qui est le plus serein possible, de la pérennité aussi de ma structure, de pouvoir mettre en œuvre tous les projets. Et donc je suis stressée par la situation. Alors je suis dans un hôpital où une passe vient d'être mise en place, parce que nous avons beaucoup bataillé pour pouvoir obtenir un financement auprès de l'ARS. Mais pour moi, c'est quelque chose que je découvre, puisque je suis débutant, et je ne sais pas trop comment cela va me permettre de pouvoir me sortir de ce cas, mais je vais participer à une réunion où j'ai été conviée par les différents professionnels. On voit se dessiner quand même une piste. Tu as la chance d'être dans un hôpital où il y a des réunions pluriprofessionnelles pour discuter. Ce ne sera pas toi, toute seule, dans ton bureau, qui te dira « je vais être maltraitante et je déciderai de ne pas soigner ». Ok, bon. Alors moi, en tant
anthropologue, j'irai interroger un peu le contexte social de la maladie, en essayant d'aller chercher un peu la part des déterminants sociaux de cette maladie, de l'émergence, de son émergence, et de ses représentations culturelles, celle du patient, celle de son entourage et celle des soignants, bien entendu. En ce qui concerne la part des déterminants sociaux, je me poserai la question sur la réticence du patient à donner des informations sur la famille. Alors, est-ce qu'on est là devant une crainte de les mettre justement en demeure, de payer, d'assurer les frais pour le patient ? Ou alors, est-ce que cette réticence aussi à donner des informations sur sa prise en charge antécédente au pays relève d'une crainte qu'on ne le renvoie vers son pays d'origine et pour reprendre la prise en charge là où il a débuté? En tout cas, on sait qu'en Algérie, les soins en oncologie sont disponibles. Mais quid donc de sa venue en France, éventuellement de la véracité de sa présence en France sur la durée de 3 mois, sur l'usage ou en tout cas l'évocation de l'obstacle linguistique, éventuellement comme alibi pour aussi rester en France et s'assurer un suivi médical. En ce qui concerne les représentations, et je suis caricaturale, hein, je le souligne, en ce qui concerne les représentations culturelles de la maladie, vous savez, quand on est devant une maladie grave, on est devant une quête de sens. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Notamment dans le cas d'un cancer, on peut s'interroger sur le tabou éventuellement de la maladie, en sachant que le cancer, dans une certaine mesure, en Algérie et ailleurs, peut être encore considéré comme une maladie contagieuse, une maladie qui est provoquée pas seulement par le corps biologique, mais par le corps social. Donc, est-ce que derrière, alors je me suis interrogée sur cet homme qui est jeune, qui n'a que 37 ans, qui n'a pas d'enfant. Est-ce que derrière, la famille se questionne sur le pourquoi toujours pas d'enfant, l'impact de la maladie sur la sexualité, la virilité de cette personne? Donc, la honte que ce patient pourrait ressentir dans son pays pour se soigner sur place, la honte par rapport à sa famille et le rejet éventuellement de la famille par rapport à la suspicion quant aux origines de la maladie, qui expliquerait par exemple les réticences au niveau de l'hébergement et le manque d'entourage en fin de vie, qui est quand même surprenant dans une culture où le groupe occupe une place très large dans l'accompagnement de la maladie. Donc voilà. Et puis pour finir, tout ça ne sont que des hypothèses. Et finalement, on part des représentations qui sont celles du soignant, dans la vignette clinique, enfin des soignants. Et donc je m'interrogerai sur ces représentations et sur les problématiques de communication. On part du principe qu'il n'y a pas eu de communication entre les soignants et le patient. Donc quid de l'interprétariat et de la communication interculturelle? Juriste intervenant à la suite de ces premières disciplines, sur ce cas, je suis d'abord briefé par le personnel médical et social sur la situation. J'interviens évidemment pas dans une situation d'urgence. Je suis là de façon ponctuelle dans le cadre de permanence. J'ai une première difficulté qui est que je suis juriste généraliste et je suis confronté à 2 aspects techniques, très techniques, que sont le droit des étrangers et le droit de la protection sociale des étrangers. Matière extrêmement complexe qui relève d'énormément de sources de droit très variées, très changeantes, très difficiles à appliquer. Heureusement, donc, j'aurai une première information sur la situation. La personne est de nationalité étrangère, elle est algérienne. Je vais donc m'orienter vers l'accord franco-algérien, consolidé plusieurs fois. On me dit qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de 3 mois. Je vais donc chercher immédiatement à trouver une preuve de sa présence afin qu'elle puisse obtenir l'aide médicale d'État. À ce sujet, je vais évidemment me mettre en relation immédiate avec l'assistante sociale qui va formuler la demande. Si elle ne l'a pas fait, je vais l'aider, lui proposer de faire cette démarche. Et si l'aide médicale d'État a déjà été refusée, je vais m'inscrire dans le temps du droit, le temps des délais et donc le temps du recours juridique.
Mon moyen d'action n'est donc pas du tout celui de l'urgence. C'est plus la problématique de l'accès aux soins. On soigne d'abord et ensuite on intervient sur le domaine juridique et administratif. Pour le droit des étrangers, j'ai un temps encore plus long pour intervenir, puisque étant soigné et ayant une protection sociale, finalement la question de la régularité du séjour, quand on est hospitalisé, elle peut être secondaire. Je veux dire par là que le risque essentiel pour cette personne serait une expulsion du territoire. Encore faut-il qu'elle fasse l'objet d'un contrôle d'identité, ce qui est très peu probable dans un établissement hospitalier. Pour la question du droit des étrangers, je m'orienterai sur deux pistes. Donc, un premier statut qui est un statut particulier qui concerne exclusivement les ressortissants algériens, un statut qui permettrait d'obtenir un titre de séjour d'une année portant la mention vie privée et familiale et qui est en fait attribué pour permettre un accès aux soins. 3 conditions à remplir. D'abord, avoir une pathologie grave, pathologie dont l'absence de traitement pourrait entraîner un pronostic vital. Et 3e condition, l'absence de soins disponibles dans le pays d'origine. Pour ce faire, je demanderai donc aux médecins en charge de la situation d'établir un certificat médical sur la base duquel je pourrais formuler une demande de titre de séjour à la préfecture. J'hésiterai aussi à aller sur un autre statut plus immédiat qui est de faire une demande de titre de séjour d'accès, autorisation provisoire de séjour pour soins, pour des considérations humanitaires, à titre exceptionnel. Là, j'irai sur l'aspect pouvoir discrétionnaire de la préfecture. Dans ces cas-là, la préfecture peut régulariser la personne. Elle n'est pas obligée. Dans le premier cas, c'est la préfecture doit régulariser la personne à partir du moment où les critères juridiques sont remplis. Je transmettrai donc le cas à nouveau au médecin. Alors, on a dit qu'on voulait beaucoup vous permettre d'intervenir et de réagir. Moi, je rajouterais juste, comme soignant moi aussi, que je suis frappé par le côté très énigmatique de cette histoire-là, puisque on passe, ça a été d'ailleurs dans la présentation qu'on vous a fait, où on passe d'un gars qui arrive aux urgences avec des douleurs, ou peut-être l'histoire est une histoire aiguë, pas si grave que ça, mais il est en phase palliative, et je trouve qu'il y a une sorte de saut qui est à la fois très, très singulier. Et la deuxième chose que je trouve très, très singulière dans cette histoire-là, c'est que finalement, on a les hypothèses telles que l'anthropologue les a émises en disant mais peut-être qu'il y avait tous ces éléments-là, mais il va mourir avec son secret. Hein. Il va garder... or, c'est quelque chose, justement... très souvent dans le travail de groupe tel qu'il est mené, il y a cette idée de recherche de solutions, et comme on l'a dit d'emblée, quelquefois on ne va pas trouver une solution idéale, ça va être une solution de compromis, et on va revenir au patient, et quelquefois il va falloir l'aider un peu, essayer de tenter d'obtenir le deuil quelquefois d'une demande qui serait excessive, je veux guérir, complètement par rapport à impossible. Mais là, ce que je vous propose, ce que je vous suggère, c'est qu'un cas comme celui-là montre qu'on est quelquefois au plus loin. On arrive à avoir un échange entre les professionnels qui donnent chacun un peu à la fois leurs limites et les pistes de solutions. Mais cette idée de revenir aux patients semble particulièrement difficile, et pas seulement pour des raisons linguistiques. Enfin voilà, je m'arrêterai là. Donc à vous si vous voulez. Voilà, moi je pense que là il faut redonner, avant de vous redonner la parole, redonner la parole à la salle et savoir quelles sont les questions que vous vous posez à ce stade de la réflexion. Sylvie au bout, qui amène le... Tu amènes un... Tiens, allez, on va distribuer les micros. Voilà. Sylvie.
bout là-bas. Alors, présentez-vous, comme on dit. Bonjour, je suis Sylvie Zucca, je suis psychiatre nouvellement recrutée à la PAS Saint-Louis. La question qui m'est tout de suite venue, c'est qu'est-ce qui fait que ce monsieur est venu en France? Quelles ont été les motivations de la famille, de lui-même? Est-ce que c'est un questionnement profond sur la mort? Est-ce que c'est la famille qui l'a poussé? Voilà. Et est-ce que dans l'entretien médical, au premier entretien, ces questions ont pu se poser? Je vais répondre sur le chemin, parce que je suis un peu intervenue sur cette situation à la demande du chef de service de médecine interne, qui devrait être là. C'est un patient qui voulait pas dire, qui voulait rien dire en fait, apparemment. C'était ça une des difficultés, et en effet, c'est très frustrant d'en rester qu'à des hypothèses, parce qu'il est apparu que il bloquait. Il ne voulait vraiment pas dire les choses, parce qu'on a eu plusieurs versions, d'ailleurs, y compris en ce qui concerne la prise en charge sociale. Au début, il y avait la version qu'il était là depuis 3 mois, qu'il était venu avec un visa, puis après qu'il était venu avec un passeur, qu'il n'avait aucun document. Donc, et quant au motif, on ne peut faire que des hypothèses, puisque on a essayé de revenir vers le patient, mais il m'est apparu que sa véritable demande, c'était de ne plus souffrir. Il n'en pouvait plus de cette douleur et de ne pas être soulagé en Algérie. Une question. Oui, bonjour, Guy Vallée, directeur d'hôpital. J'étais interpellé par notre jeune collègue de garde parce que je me suis mis à sa place. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. En tant que directeur d'hôpital, j'ai eu affaire, bien sûr, toute ma carrière à ce genre de situation. Pour moi, c'est indiscutable que les valeurs que nous partageons tous font que, de toute façon, il faut d'abord soigner. Bon, ça ne se discute pas, à mon avis. Et ces valeurs-là, ce sont celles que doit protéger aussi le directeur d'hôpital. C'est ce consensus général de fonctionnement qui doit maîtriser son action. À partir de là, il a aussi la mission, comme ça a été dit, de faire en sorte qu'on progresse ensemble avec des financements équilibrés, et c'est évident. Alors, quand je suis arrivé comme directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au début de l'année 2000, il y avait 30 millions d'euros de dettes de l'Algérie concernant les malades hospitalisés à l'assistance publique, compte tenu des relations qu'on a également régulières avec Bab el-Oued et autres CHU d'Alger. Je suis allé directement voir le directeur général de la CARSAT algérienne pour lui dire, écoutez, vous me devez 30 millions d'euros. Il m'a regardé, il m'a dit, ce sont les dommages de guerre. Donc la discussion a été quand même assez rapidement close. Et en rentrant à Marseille, j'ai saisi un certain nombre de biens qui m'avaient été signalés et qui appartenaient à la CARSAT. Et j'ai réussi à obtenir, par le biais donc, des receveurs, une régularisation assez rapide, plutôt que de se faire saisir des biens qui étaient dans la région PACA. Bon. Ça, c'est pour l'anecdote. Ce que je veux dire par là, c'est aussi l'intervention de l'État. Dans ces relations internationales, c'est l'État qui doit nous aider à accompagner ce mouvement. Les directeurs d'hôpitaux doivent évidemment saisir les responsables, mais c'est des relations internationales, ce sont des traités internationaux qui doivent gérer ce type de situation. Mais pour ce qui me concerne, je suis persuadé quand même que d'abord et avant tout, notre mission, c'est de faire en sorte que le colloque singulier entre un patient et un soignant soit le plus judicieux possible et le plus abouti possible. Voilà. Alors, on voit qu'il y a les tenants du colloque singulier. On va donc revenir au médecin tout à l'heure, mais ce médecin, dans ce colloque singulier, il va se sentir un peu dépourvu, sans doute, de moyens pour faire face. Donc, OK sur ce colloque singulier, mais il va falloir, on ne va pas pouvoir laisser le médecin tout seul. Tu le dis, et si je suis là aujourd'hui, ça m'a paru comme une évidence qu'il fallait que l'association des directeurs d'hôpitaux travaille avec le collectif national des PASS. C'est qu'on n'est pas directeur d'hôpital par hasard, et si on est là, c'est d'abord pour soigner. Mais
on est aussi, en tant que directeur, dans l'obligation d'assurer la pérennité de l'hôpital public, ce qui suppose d'avoir des finances à peu près équilibrées. Autrement, on n'a pas de capacité d'autofinancement, donc on ne peut pas faire d'innovation, on ne peut pas renouveler l'équipement, on ne peut pas avoir de soins de qualité. Et par rapport aux organismes prêteurs aussi, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas emprunter. Donc, on voit bien que la logique du colloque singulier seul, elle risque d'amener l'hôpital, finalement, à ne plus être en capacité de soigner d'autres malades, hein, de continuer à vivre, et donc dans l'incapacité de prendre en charge d'autres malades. Alors, il y avait une question dans la salle. Peut-être, Sophie, tu veux réagir? Oui. J'ai volontairement au départ pris l'exemple d'un jeune qui, pour expliquer la pression et les contraintes que pouvait avoir à gérer un directeur adjoint, par exemple, chargé des finances. Après, à titre personnel, en tant que directrice générale adjointe d'une structure de cancérologie à Lyon, on n'a pas de passe, il n'y a pas de financement dédié, parce qu'évidemment, c'est une activité qui est avant tout programmée, donc l'urgence est moins aiguë. Cependant, on est confronté tout le temps, au quotidien, à des situations de patients précaires qui ont une pathologie cancéreuse. Et à titre d'exemple, il y avait quelque chose qui m'a marqué récemment, c'est que nous accueillons des patients qui viennent de Guyane pour tout ce qui est mission d'expertise et de recours, et ce qui n'est pas sans poser d'énormes difficultés d'organisation et qui suscite des tensions. On n'est même pas dans un sujet financier, en fait, mais des tensions entre les professionnels, parce que ça complexifie l'organisation des services, et donc ça tend en fait les équipes. Et on a mis en place, comme on sait bien faire en cancérologie, une RCP, une fois par semaine, mais pluriprofessionnelle. Et depuis, avec un an de recul, la très très grande majorité des situations qui en fait étaient liées à un manque de préparation en amont, collectif, sur les situations sociales, médicales, etc. Avec cette réunion hebdomadaire d'1 heure par semaine, on a réussi à régler l'ensemble l'ensemble des situations compliquées, et à détendre l'atmosphère, et à faire en sorte que l'ensemble des professionnels considèrent que ça fait aussi partie de leur mission d'accueillir les patients qui viennent de Guyane. Merci, Sophie. Et alors, il y avait une question. Oui, bonjour, Edabu, médecin à la Passe Baudelaire de l'hôpital Saint-Antoine. Toutes ces situations de maladies graves venant de l'étranger, diagnostiquées à l'étranger et qui arrivent en France dans un état de douleur, je pense que c'est l'apanage de tous les médecins, que ce soit urgentistes ou PASS, même de cabinets de ville. Ma question, c'est est-ce qu'une douleur qui est bien sûr aiguë ou chronique, mais qui ne relève pas du vital, impose forcément une décision rapidement prise, peut-être dans des boxes de consultation d'urgence ou en tout cas de délestage vers l'hôpital? Est-ce que c'est bien réfléchi, puisqu'on parle de bed blocker? Il faut savoir que ces patients, dans ce patient-là qui refuse de communiquer, qui est dans un déni en tout cas, ou d'un refus de soins d'hospitalisation, la décision d'hospitalisation est peut-être à réfléchir, parce qu'on peut peut-être plutôt développer des systèmes ambulatoires qui coûteraient moins cher à la collectivité et qui répondraient à ces besoins. Je ne dis pas qu'il y a un refus de soins, je dis simplement un soin adapté qui n'est pas pris individuellement devant la souffrance de l'individu. On réagit tous, je pense, avec une empathie médicale à la souffrance. Maintenant, réagir sur 48 heures en ne sachant pas qu'est-ce que le patient va faire à la 72e heure, voilà. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque serait comment réagir à ce que j'appelle l'appel d'air. Nous avons tous des patients qui débarquent de l'aéroport et qui foncent directement dans certains services parce qu'ils savent que là-bas, ils seront bien pris en charge. Quid de la RCP en question? Avant de laisser la parole à Frédéric, juste parce que je connaissais un petit peu ce cas, et c'est justement toutes les questions qu'on avait posées lors de l'atelier collaboratif.
en effet, ce point-là est essentiel et parmi les premières réponses qu'on peut apporter, c'est le médical d'abord. C'est vraiment toujours une évaluation médicale qui oriente les prises de décision. Et là, en effet, dans cette situation, il apparaît qu'au bout de 48 heures de courte hospitalisation, la douleur était relativement contrôlée et que par ailleurs, en effet, le patient était dans la même situation dans laquelle il était quelques jours auparavant, mais en moins pire. Donc c'est vrai que c'est à ce stade que peut-être que la discussion de l'indication de l'hospitalisation aurait pu être mise en place en lien avec toutes les personnes qui auraient pu intervenir dans la prise de décision. Frédéric ? Oui, en complément, je partage tout à fait ce que vient de dire Claire Georges, voilà, donc je ne le répéterai pas, mais je pense qu'il y a une question de distanciation une fois que la question de la douleur ou du risque, de la douleur insoutenable ou du risque vital est gérée, il faut se donner le temps et la possibilité de réfléchir de manière collégiale. Ça, c'est vraiment, je crois, majeur, parce que derrière ces questions, il y a une interrogation éthique aussi. On pourrait élargir par rapport au questionnaire qui était présent tout à l'heure. Si ça coûte très cher et que le pronostic est péjoratif, la question n'est plus individuelle, elle devient collective. Puisque un cas, c'est évidemment une situation humaine et face à laquelle on a tous des réactions d'humains. Je crois que vous avez volontairement brossé des caricatures et vous avez bien fait. Mais moi, ça fait 25 ans, 27 ans que j'exerce. Il ne m'est jamais arrivé, jamais, de demander qu'on mette dehors un patient pour des raisons financières. Jamais, pas une seule fois. Donc c'est évidemment des situations, c'est normal de le poser comme ça, caricatural, mais face à la situation humaine individuelle, on a des réflexes humains. Mais si on dit ça coûte 250 000 €, il y a 3 mois de survie et de toute façon le pronostic est engagé, c'est plus une question seulement individuelle, c'est une question collective. Parce que les ressources que l'on met dans cette situation-là, potentiellement, peuvent faire défaut pour des prises en charge ayant un meilleur pronostic, et on sait que les ressources globalement ne sont pas illimitées. Voilà, c'est aussi ça la question. Et tu as parlé de Marseille, Guy, Lille, et je salue les Lillois dans la salle, et aussi les Roubaisiens, j'ai vu qu'il y en avait, et d'autres, et peut-être les Stéphanois. Allez, Lille, c'est la même taille que Marseille, et il y a des frontières toutes proches, et comme vous le savez, il y a des populations qui essayent de passer ces frontières. Donc c'est un CHU qui est très sollicité par les situations de non-financement de la prise en charge de soins. Voilà. Donc nécessairement, ça pose une question collective. C'est l'addition de la masse de ces situations individuelles qui fait un sujet social qui s'adresse à une nation finalement. Souhait d'intervention. Stéphanie Larchanché, vous souhaitiez dire un mot? Oui, alors je ne sais pas comment ça s'est déroulé dans le cas rencontré, mais je trouve que dans nos échanges, on s'arrête très rapidement sur l'obstacle communicationnel. Et alors, on part du principe que ce patient ne veut pas communiquer, et on a émis tout à l'heure diverses hypothèses sur les raisons pour lesquelles il ne voudrait pas le faire, mais je trouve que dans la situation, on s'arrête rapidement à ça sans mettre en place éventuellement, alors je vais prêcher pour ma chapelle, mais pour le coup, un outil qui serait l'interprète, qui ne faciliterait pas simplement la question de la facilitation de la parole, de l'émergence de la parole sur le plan linguistique, si éventuellement il s'avère que ce monsieur n'est pas francophone, mais aussi quelqu'un qui mette ce patient dans le contexte qui est le sien, social, avec les enjeux que ça comporte dans le contexte du soin, quelqu'un qui serait un médiateur, qui le rassurerait et qui pourrait, dès le départ, changer la donne dans la communication soignant-soigné. Juste en commentaire, parce que c'est vrai que ce cas, on l'a présenté parce qu'il était particulièrement complexe et il nous a poussé dans nos retranchements. Et on a utilisé dans cette situation particulière la médiation cultuelle avec l'intervention de l'aumônier musulman qu'on a souvent mis dans les prises de décision et qui en effet fait une médiation sur la dimension qu'on a souvent un peu du mal à aborder, la dimension existentielle en fait. C'est sûr que là il y a une question
comment va être cette vie, que vaut la vie, la fin de vie que je vais vivre. Et on dépasse largement le champ du médical. J'aimerais rebondir un petit peu à ce que dit la salle, comme ma consoeur de la Riboisière, c'est ça? Excuse-moi, Saint-Antoine, ou de monsieur le directeur de la PHM. Si vous voulez, alors là je vais prendre ma casquette médecin PASS, je suis fermement attaché à la notion d'hôpitaux magnétiques et aux hôpitaux promoteurs de santé. Lorsqu'on est dans un hôpital magnétique, on a parlé de RCP, mais c'est vraiment la direction, le soignant, le social, toutes les équipes qui sont au cœur de la vie de l'hôpital, qui vont aider justement tous les usagers qui se présentent dans un seul but, respecter le service public hospitalier. Quand on est sur ces valeurs-là, si vous voulez, effectivement, tu as dit, moi, ce patient, sa douleur est régulée, je le fais sortir. Effectivement, moi, médecin PASS, ce patient, étant urgentiste, ce patient a sa douleur qui est calmée, je suis médecin PASS, je vais l'adresser le lendemain à la PASS pour aller beaucoup plus loin et éventuellement me servir de l'interprétariat pour connaître son histoire de vie. Avec l'assistante sociale, on va tous se réunir et puis on va faire ce qu'on appelle des entretiens à 3, donc assistante sociale, le patient et le médecin, de telle manière à connaître sa vie, savoir quelles sont ses possibilités. Et après, on va décider, en fonction de ce qu'on va trouver, des examens complémentaires qu'on va réaliser, en fonction du traitement antalgique qu'on va donner sur la MIG, qui est souvent toute petite, on va réaliser, Claire parlait de médecine ambulatoire, éventuellement une hospitalisation en ambulatoire pour réaliser d'autres examens. D'accord ? Mais il faut savoir se servir aussi des lumières du passé pour avancer dans l'obscurité de l'avenir. Et la loi sur les indigents, parce que je veux rebondir à ce qu'a dit notre juriste, la loi sur les indigents de 1893 ou 1895 disait « Ouvrez les portes de l'hôpital pour tous les indigents » et quand ils étaient étrangers, il y avait des conventions qui permettaient le remboursement de l'hôpital de tous les soins réalisés pour cet étranger. État signataire, alors que ce soit l'Algérie, le Maroc, enfin j'en passe et des meilleurs. Et on a un peu oublié cette loi qui est quand même la loi mère de l'aide médicale État, la loi mère de la CMU, la loi mère de l'APA, enfin pour les personnes âgées, qui permettait de pouvoir accoucher gratuitement. Et tout ça, on l'a oublié, et nos anciens y avaient déjà pensé. Donc maintenant, je vais reprendre ma casquette de médecin hospitalier, et pas du tout de médecin PASS, pour dire simplement que moi, faire un certificat étranger malade, parce que si l'absence de soins va réaliser justement malheureusement un état grave, il va mourir. Donc je ne peux pas faire ce certificat, il faut qu'il retourne en Algérie. Et puis, je suis désolé, il a une sécurité sociale algérienne, ce monsieur. Pourquoi est-ce qu'il vient en France se faire soigner? Alors peut-être qu'il y a des conventions, peut-être qu'il y a mais honnêtement, on sait que l'Algérie ne rembourse jamais les soins. Donc s'il a été pris en charge, je suis caricatural, hein, ça va, hein, ça va, il y en a qui... Pas de tachycardie. Je suis caricatural. Si il a eu des soins, parce qu'il a été suivi pour son cancer du rein, donc s'il a été suivi en Algérie, il faut savoir lui expliquer, alors peut-être par le biais de la PASS, que effectivement il faut que sa famille paye, ou il faut qu'il trouve de l'argent, mais en tout cas, parce qu'il a une sécurité sociale algérienne, il faut qu'il retourne se faire soigner. Bien évidemment, la famille, on n'en entend pas parler, mais je me dis qu'à 37 ans, sans enfant, il y a une problématique. Il y a une problématique, peut-être qui vient avec un espoir de guérir. Et s'il a l'espoir de guérir, qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que médecin, pour lui donner cet espoir? Je sais qu'il va mourir. Je sais que le pronostic, il n'en a que quelques mois. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il retourne dans son pays pour être auprès de sa famille? Là, il y a un problème d'anthropo, d'ethno, parce que peut-être qu'il a été complètement éjecté, et là, je suis devant une barrière. Et là, je vais être embêté, et peut-être que là, je vais faire comme mon collègue de maladies infectieuses, enfin collègue urgentiste, parce qu'on me pousse, parce qu'on est en hôpital sous tension,
qu'il n'y a pas de place dans l'hôpital, que les patients s'amoncellent. Alors nous, dans la Côte Basque, on a de la chance, ils ne restent pas stagnés 24-48 heures aux urgences. Mais je pense qu'à Paris, c'est ce qui se passe, et donc il faut lui trouver une place. Parce que toutes ces questions dont je viens de parler, en tant que praticien hospitalier, en tant qu'hospitalier, j'ai aussi un devoir de mettre en sécurité mon patient le temps que j'en vois un peu mieux les choses. Et c'est pour ça que je vais l'hospitaliser, parce que j'ai tellement peu d'informations que même si je lui demande d'aller à la passe, j'ai peur qu'il n'y aille pas. Et je pense que ça a été la logique probable de l'urgentiste et de l'infectiologue, éventuellement de l'hospitaliser, soit premièrement ou secondairement. Et donc je vais le faire monter pour déjà le mettre en sécurité. Et je me dis, bon, la merde, c'est eux qui vont l'avoir. Moi, j'ai mon box du HCD. Par contre, si je suis en service de soins, j'ai une DMS. J'ai une DMS à respecter. Mon chef de pôle va me dire, c'est un bête bloqueur. J'ai le service financier qui va arriver. Et bien évidemment, je vais retourner vers ma collègue assistante sociale et je vais lui dire, je suis bien embêté là, j'ai la DMS, là, elle commence à augmenter du feu de Dieu, je pense que le service financier va nous tomber sur la poire. Est-ce que tu peux venir m'aider et un peu voir comment on peut débloquer la situation, et surtout, il faut qu'il sorte. Et oui, il faut qu'ils sortent. L'évolution nous dit qu'il n'y aura plus de lits à l'hôpital. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Vous l'avez tous entendu. C'est vrai qu'il y en aura de moins en moins. Dans le cas clinique, moi, ce qui me manque, c'est du tiers. C'est-à-dire que c'est un hôpital, il n'y a pas les partenaires. Il n'y a pas la ville, il n'y a pas les partenaires du social. Il n'y a pas l'hébergement, et la fonction d'hébergement, elle est quand même centrale dans cette situation. Le soin, on sait le transporter, on sait le déporter, et là, on a fait, comme on sait très bien faire à l'hôpital, on a recentré sur nous, et après on dit c'est embêtant. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus large. Alors, moi, il y a 2 points. Il y a Madame la psychiatre, et je pensais que vous alliez nous dire, Madame, mais on connaît ces voyages. On connaît ces voyages, ces gens qui viennent. On ne sait pas s'ils viennent parce qu'ils étaient malades, on ne sait pas s'ils viennent se faire soigner. On sait que la vie, Edgar Morin nous dit que la vie, c'est un combat contre la mort. Certains viennent lutter loin, on ne sait pas. Ils viennent chez nous, peut-être parce qu'ils vont encore plus pouvoir lutter. Voilà, je pense qu'il y a quand même, dans les situations prochaines, à travailler avec la question de l'hébergement, qui n'est pas la fonction des hôpitaux. Elle a effectivement à être soignante, c'est sa mission, mais pas à héberger. 3 mois, je ne saisis pas, même pour du soin palliatif. On a nos collègues des Lits Alto Soins Santé, des LAM, qui font du très très bon travail, qui ont besoin de nous, c'est-à-dire que ce n'est pas confier un patient et l'abandonner, c'est travailler en lien. On a des dispositifs. On a effectivement cette médiation, mais en revanche, elle n'a pas à aller la chercher ailleurs. Je pense que la question de pourquoi on bouge d'un pays à un autre, alors que ce monsieur avait une intelligence normale, il savait que la cause était perdue, pourquoi on ne lui a pas proposé de rencontrer un médecin psychiatre? Donc tu faisais la provocation, j'en fais une autre. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette question-là. Après, sur la question du droit, aujourd'hui, et je vous remercie, monsieur, d'avoir dit que c'était compliqué, parce que les équipes de service social, qu'elles soient hospitalières ou en passe, sont aujourd'hui non pas des techniciennes, mais doivent connaître la législation de l'anténatal au post-mortem. Sachez que c'est très difficile de se tenir à jour, on connaissait certaines législations avec des pays très proches, mais aujourd'hui, la population et la vraie problématique, en tout cas le volume, c'est pas péjoratif quand je le dis, c'est l'afghan, c'est l'iranien, et le pashtun. Donc la question de la langue, et là, les outils de culture, je ne les approche même pas. C'est-à-dire que l'Algérie, de par mon âge, l'histoire, comment enseigner, je sais un peu. Il y a des contrées, ça reste encore quand même très mystérieux pour nous. Et donc, il va falloir qu'on prodigue un soin.
Et donc, peut-être qu'il faudra qu'on prodigue un soin le plus humain, c'est-à-dire que le monsieur qui vienne d'une contrée lointaine ou d'une, je sais pas, elle est de la Creuse, de la Lozère, de l'Ardèche, mon pays. Est-ce qu'on va se préoccuper du retour à domicile, de la question de l'isolement? Je crois qu'il faut qu'on ait la même approche pour tous. Voilà, qu'on soit pas dans quelque chose d'égalitaire normé, mais d'avoir cette intelligence et veiller à ce qu'on mette en place les outils, les mêmes, tous ceux qui sont à notre portée, mais pas plus, et peut-être pas se projeter plus sur d'autres contrées, mais penser simplement à lui-même. Alors, là, je crois que vous êtes sollicité. Il y avait une question. Juste pour réagir, à partir de mon expérience de terrain, vraiment au-delà des représentations culturelles de la maladie et de ce qui pourrait pousser, comme dans la situation de ce monsieur, à être éventuellement rejeté par sa famille pour diverses raisons, il y a tout simplement, quasi systématiquement, des logiques universelles de survie. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, en Algérie, il existe, certes, des structures de soins en oncologie auxquelles ont accès les personnes, mais on sait que de fait, ces structures ne sont pas accessibles à tous, et c'est le cas de bien d'autres pays. Et donc la logique du patient, elle va être celle-là, la logique de l'espoir, de la survie, qui pourra me sauver face à cette maladie. Et les gens ont très bien conscience de ce qu'est le cancer, de ce qu'il représente, de comment il évolue. Et c'est dans cette stratégie-là très concrète qu'ils viennent en France. Tout comme nous-mêmes, nous le ferions dans le sens inverse. Merci. Alors, il y a plusieurs questions dans la salle. Bonjour, Maud Royan, je suis médecin à Mont-de-Marsan, à la passe de Mont-de-Marsan. Il y a plusieurs lanternes rouges qui se sont allumées, notamment lorsque vous disiez, Madame Gérier, et les questions qui se posent régulièrement sur la notion de collectivité versus individualité. Alors moi, c'est des lanternes rouges qui s'allument en tant que jeune médecin parce que, en fait, finalement, cette pensée, elle nous pousse un peu dans des retranchements qu'on a connus. Ça me rappelle un peu quand on disait pendant les élections que l'AME, je m'excuse pour l'expression, piquait tout le budget étatique. Donc ça me rappelle un peu ça, c'est-à-dire collectif versus individuel. Ces questions, elles me semblent plus clivantes qu'autre chose, parce qu'elle nous met face à des injonctions qui sont très contradictoires, en fait. Elle réveille en nous des espèces de leviers qui diraient que si on s'intéresse plus à l'individuel, c'est comme si on oubliait tout le reste de notre société. Et elle fait naître en nous des sentiments de culpabilité. Et je pense que ça, le risque que ça a, c'est que c'est clivant, en fait. Alors qu'en réalité, comme le disait monsieur, et j'ai beaucoup aimé votre intervention, ce qui serait novateur, c'est de trouver d'autres solutions de financement. Parce qu'en fait, on est tous autour de la même problématique. C'est-à-dire que le financement actuel de l'hôpital ne permet pas de répondre à la question qui est posée. Donc en réalité, est-ce que nous, ici présents, ne pourrions pas imaginer, créer comme vous l'avez fait en sollicitant effectivement les autorités algériennes, parce que c'est la première fois que j'entends ça de la part d'un directeur d'hôpital qui intervient, je trouve ça très intéressant, parce qu'on est dans des logiques qui sont beaucoup plus globales, qui sont internationales. C'est pas juste collectif versus individuel, c'est presque un peu trop simpliste et ça risquerait de nous mener à des impasses, encore plus d'impasses que celles qui existent actuellement. Le deuxième voyant rouge, c'est cette histoire du l'hôpital est là pour soigner, que vous disiez, madame. Alors c'est marrant comme la notion du soin peut être relative, parce que soigner, est-ce que vous disiez, c'est pas héberger, mais peut-être que si. Enfin, là, je me fais volontairement provocatrice, mais l'hôpital, c'est l'hospice, c'est aussi celui qui accueillait anciennement, c'est celui qui recueillait la veuve, l'orphelin, ceux qui étaient dans le besoin. Donc, je m'interroge sur cette évolution. Donc, on voit bien que dans nos anamnèses, on prend toujours le médical et le social, et que c'est ça qui nous mène au plan de soins. Sans l'un ou sans l'autre, on ne soigne pas, en fait. Donc, voilà. Et l'autre voyant rouge, c'est le voyant juridique. Vous avez parlé du code des étrangers, du droit des étrangers, mais vous n'avez pas parlé du code de déontologie et du code de la santé publique. Ce sont deux codes qu'on utilise et qui sont dans les règlements intérieurs de nos hôpitaux et dans nos règlements intérieurs internes de médecins. Donc je suis étonnée que vous ne les ayez pas cités parce que moi, quand j'ai été confrontée à des situations comme ça, ce sont ceux que les juristes m'ont dit d'invoquer, justement, pour pouvoir défendre mon positionnement de médecin dans certaines prises de décision complexes. Donc voilà, c'est juste des interrogations pour qu'on montre qu'il n'y a pas que ces questions. On sait bien que le collectif versus l'individuel, c'est important. Mais peut-être qu'il faut être plus novateur que ça. Enfin, voilà, c'est un peu un appel.
à la créativité. Jean-Braille, alors je reviens un petit peu sur un autre voyant rouge qui est celui que moi j'aurais eu en entendant le cas de ce monsieur tout à l'heure, puisque vous m'avez aussi réinterpellé gentiment. C'est qu'effectivement, comme ça, on apprend un monsieur qui dit gendarme, bon, il a le droit, hein, sans famille, qui vient comme ça, qui refuse de dire quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des petits voyants rouges qui s'allument sur mais qui est-il? De quoi s'agit-il? Et pour avoir connu, et mon voisin ne niera pas cette réalité, qui parmi les gens qui arrivent, il y a effectivement toutes les cas de figure possibles, et il y a aussi des cas qui peuvent relever de la psychose individuelle, comme ça pourrait être le cas de notre pays à nous, qui vont vers... Enfin, voilà, tout est possible. Et donc, ce que ça m'évoque, moi, c'est la nécessité, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit finalement, par vous tous, de sortir de l'urgence au plus vite, de l'urgence émotionnelle, de l'urgence de ce à quoi la douleur nous amène à nous identifier comme compassion majeure, soulager cette douleur, et ensuite reprendre les choses, prendre le temps. Et là, on a le temps souvent et la possibilité de voir émerger quelque chose. Oui. Alors j'ai une question, parce qu'il y a trois, on est je ne sais pas combien de médecins, mais j'ai une question à l'assistance. Alors peut-être que j'aurai un deuxième pansement. Si vous avez un médecin qui vient vous voir en vous disant « je garde ce patient hospitalisé », même s'il n'a pas de couverture sociale, même si l'hôpital va être obligé de payer, parce que dans 3 mois, il aura l'aide médicale État, et qu'il y a une notion de perte de chance sur le plan juridique, si jamais je ne le garde pas et si jamais je ne lui fais pas les soins, quelle est votre réaction face à ce médecin? Et quelle est votre réaction pour l'usager qui est actuellement hospitalisé et qui coûte entre 2005 à 3000 euros à la société, parce qu'on parle du collectif, mais on a une personne dans un lit qui coûte chaque jour 3000 euros à l'hôpital. Oui, à la salle, bien sûr. On va poser la question. Il y a une autre question. Alors moi, je voudrais répondre à la question. Alors, Pierre-Marie Tardieu, je suis médecin urgentiste, médecin de passe et ancien médecin d'équipe mobile de soins palliatifs. Donc, comme ça, au moins, vous aurez fait le tour. Je pense que l'accès aux soins, en fait, c'est ce que disait le médecin là et puis notre directeur. L'accès aux soins, c'est ce qu'il y a de plus important. Est-ce que l'accès aux soins de ce patient, ça va être le même qu'un autre patient? C'est la première question qu'il faut qu'on se pose au départ. Après, la question du financement, de la durée du séjour et ainsi de suite, ça va venir après. Je veux dire, c'est pas ça qui est le plus important au départ. C'est qu'est-ce que je vais trouver et qu'est-ce que je vais devoir faire, je pense, les maîtres mots. Comme si c'était quelqu'un du Cantal ou de l'Ardèche, hein, comme j'ai entendu. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la première chose. Après, l'histoire du financement, nous, on travaille beaucoup avec notre direction, on travaille avec la direction des affaires médicales, on travaille beaucoup avec les assistantes sociales. Les assistantes sociales, elles ont changé en 30 ans. Je veux dire, le secret médical qu'on a vécu pendant longtemps, il n'y en a plus. On partage des informations, mais c'est vrai que ça devient très compliqué comme métier d'être précis, de connaître la loi, parce que la loi, c'est la loi aussi. Si les soins urgents existent et qui sont accessibles à un Algérien, c'est la loi. Moi, j'y suis pour rien. Je veux dire, il y a une loi qui est tombée. Si la loi HPST est tombée et que l'hôpital est devenu ce qu'il est devenu, c'est une loi. Moi, j'y suis pour rien non plus, et le patient non plus. Donc, à un moment donné, je veux dire, est-ce que le sujet âgé qui n'arrive pas à rentrer en maison de retraite et qui reste 6 mois dans un lit de SSR, il ne coûte pas aussi cher à la collectivité que le patient en situation de précarité pour laquelle... La plupart du temps maintenant, quand on est un peu ardu en loi et on arrive à financer les séjours impayés. Je veux dire, il y a des CMU sans complémentaire et des restes à charge de Puma actuellement qui deviennent importants également. Et puis, il faut trouver d'autres solutions. Donc, je pense que le premier truc, c'est est-ce que je dois soigner? Comment je soigne? Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a un interprète qui vient, qui m'explique qu'il est mieux en France qu'en Algérie, que sa famille... De toute façon, à un moment donné, s'il ne veut pas sortir du lit... j'ai un patient âgé, moi, pour vous dire, que la famille a menotté au lit, en passage d'équipe mobile, pour pas que la patiente parte dans un établissement, que la famille... Parce que j'ai appelé le médecin de la sécurité sociale, on a rendu payant le séjour en MCO le lendemain. Et je veux dire, en 4 jours, ça s'est résolu. Hein.
Mais c'est pour ça que vous me disiez, je ne fais jamais payer des patients. Des fois, ça peut arriver que ça soit une solution. Mais je crois que le plus important, c'est le soin. Est-ce que je donne le bon soin? La RCP que vous faites là, en cancéro, elle est tout le temps. Parce que je veux dire, même pour le type de l'Ardèche, si ça doit me coûter 150 000 € et qu'il doit mourir dans un mois, j'aurai la même vision du soin, quoi. Je ne le soignerai pas. Ou je donnerai un soin palliatif, mais je ne donnerai pas des molécules chères. Je pense que c'est ça, en fait, qu'on voulait dire aussi dans la salle, quoi. Oui, Martine Lévin à PHP. Moi, je voudrais revenir au cas clinique, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle énormément sur la solitude et le silence de cet homme. Donc, je voulais avoir deux éléments pour bien comprendre. Donc, ça veut dire que finalement, cette personne n'a eu aucune visite familiale pendant les 3 mois. Voilà, je voudrais avoir confirmation de ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il en est de la médiation cultuelle que vous avez mis en place? Est-ce qu'on n'a pas pu, par ce biais-là, un petit peu plus comprendre ses motivations? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Et puis, une autre question que je souhaite poser à monsieur juriste. J'ai pas bien compris. Vous avez dit qu'il y a une loi particulière pour les patients algériens, pour une réglementation, pas une loi, une réglementation particulière pour les soins pour les patients algériens. J'aurais souhaité que vous nous redisiez, à moins que tout le monde ait compris, et je m'en excuse à ce moment-là. Peut-être juste répondre à la question de Martine sur la situation du patient. Et en effet, ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'a eu aucune visite familiale. Il a eu des visites de proches. Il a eu, par contre, voilà, pour quelqu'un qui venait d'arriver, on a été assez interpellé par le fait qu'il avait beaucoup de visites, beaucoup d'amis qui venaient le visiter. Et quand j'ai été le voir au service sport des urgences, à l'unité d'hospitalisation des urgences, c'était intéressant de voir que tous ses amis étaient vraiment quand même aidants. Ils amenaient des boissons, à manger, donc des jus de fruits, tout un tas de choses. Mais ce qu'on a noté, c'est qu'évidemment, ça s'arrêtait là. Vous savez, la solidarité s'arrêtait à... voilà, l'hébergement, c'était pas possible. Financer les traitements, c'était pas possible. Donc, voilà, la réponse, c'était un entourage amical, entre guillemets, des connaissances, mais aucune famille. Et la question de la famille a été vraiment restée sans réponse. Et sa volonté, c'était de rester, d'être soigné. Et quant à l'approche du culte musulman, il a été plus un accompagnement. Et en effet, ce qui fait peut-être poser la question du psychisme du patient, parce que dans d'autres situations, l'aumônier musulman a plutôt fait le cheminement, l'accompagnement au cheminement vers quelque chose qui d'ailleurs nous apparaît plus de bon sens, c'est-à-dire mourir auprès des siens sur sa terre natale. Et laisser, enfin, souvent l'explication qu'il amène, c'est de dire, plutôt que de combattre, laisse faire Dieu, quoi. Et voilà. Habituellement, c'est plus un petit peu cet accompagnement, de dire, bon, voilà, de faire comprendre aussi les limites du système de soins. Et voilà. Je crois que c'est vrai que cet accompagnement cultuel peut être aussi très, très intéressant dans une médiation, comme d'autres types de médiation. Mais enfin, il est vrai que ce qui apparaît clair par rapport à l'Algérie, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est qu'il y a il me semble, un fort ancrage de quelque chose de miraculeux qui peut se passer dans le système. Finalement, il y a des histoires qui sont transmises. J'ai entendu voilà, un infirmier algérien qui... Tu vas arriver, tu vas poser le pied à l'aéroport, tu remarcheras. Et le pire, entre guillemets, c'est que c'est vrai, parce que justement, j'ai eu un cas d'un patient qui était quasiment paralysé à la suite c'était un myélome qui comprimait le rachis cervical. Et bien, en quelques prises en charge, corticoïdes, laminectomie, et ben, il a remarché. Donc, alors, il y a aussi voilà, tout un tas de phénomènes qui sont trop chocs, mais en effet, les soins en France sont bons et dans certains cas, ils relèvent de transformations miraculeuses. Bon, voilà pour cette partie de la question. Merci Claire. Alors, il y avait une question au juriste.
Oui, merci pour votre question. Elle me permet de clarifier un point sur lequel j'ai certainement été un petit peu confus. Le texte particulier qui concerne les ressortissants algériens, c'est l'accord franco-algérien de 1968, et il concerne exclusivement le droit au séjour et non pas le droit à la protection sociale de ces ressortissants. Évidemment, la particularité de ce texte est due à l'histoire spécifique entre la France et l'Algérie. Vous avez un deuxième accord bilatéral qui va être l'accord franco-tunisien, et le texte général qui s'applique à toutes les autres nationalités, évidemment hors nationalité européenne, c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. J'en profite aussi, j'étais agréablement surpris de votre question sur ma non-référence au code de la santé publique et au code de déontologie. Le code de la santé publique, très simplement, pour nous, juristes, on est face à un obstacle. Pour l'invoquer, c'est d'abord celui du droit au séjour de l'étranger. On ne peut pas aller sur ce terrain, la plupart du temps. C'est l'évolution du droit sur ces 15-20 dernières années. Il y a encore 20 ans, on pouvait utiliser plus directement le code de la santé publique. Aujourd'hui, on a d'abord l'obstacle du droit des étrangers, qui est devenu un obstacle de plus en plus élevé, même si on arrive encore à le surmonter. Le deuxième code que vous invoquiez, et j'ai mal à la tête en pensant à toutes ces pages qu'on devrait intégrer pour pouvoir les transmettre tant aux patients qu'aux professionnels que vous êtes, c'est le code de la déontologie. Simplement, on n'a jamais eu, en tout cas dans mon expérience et dans l'organisation où j'étais précédemment, l'occasion ne serait-ce que d'y penser, parce que notre raison d'être, très limitée, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, nos capacités d'action sont totalement orientées vers les patients, pas vers les personnes qui les accompagnent au quotidien. Donc et je pense même que souvent c'est prohibé, c'est une des raisons pour lesquelles on est autorisé à intervenir en tant que juriste ou en tant qu'avocat dans ces lieux où les compétences sont partagées et pluridisciplinaires. C'est qu'on n'interviendra pas du tout sur la déontologie des personnes présentes, mais uniquement sur les besoins de connaissance et d'exercice du droit des patients. Merci. Il y avait plusieurs... Excusez-moi, je veux juste une précision par rapport à la question de madame et à la réponse de monsieur. Oui, le texte permet un droit au séjour. En revanche, il faut savoir que l'assurance maladie se réserve le droit de ne pas ouvrir les droits, puisqu'il y a un droit au séjour. Donc, là, pour les équipes, faites très attention. En off, on régularise surtout pas le séjour pour viser l'AME. C'est les stratégies aujourd'hui des hôpitaux. Et je vous rejoins, monsieur, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas faire des arrangements. Je crois qu'il faut qu'il y ait un positionnement clair. On ne peut pas inviter les usagers à rester en situation irrégulière pour que les hôpitaux soient financés. Alors peut-être, tant que vous aviez la parole, sur l'hébergement, je crois qu'il faut préciser aussi quel est ce que vous avez dit, le fond de ce que vous avez dit. On ne dit pas les hôpitaux ne doivent pas être hospitaliers, on dit que pour de l'hébergement simple, de l'hébergement sans soins, il y a d'autres solutions qui existent. Alors, pour répondre à madame, je souscris complètement à votre point de vue. Là, vous avez compris, c'est une scène, on nous a mis en scène et nous tenons un rôle, plus ou moins bien. Voilà. Après, il y a des dates qui... 53, c'est les textes fondateurs de l'hébergement. Les centres d'hébergement, d'ailleurs le texte, je pense, n'est toujours pas abrogé, on a créé les centres d'hébergement de réinsertion sociale qui avaient pour 3 populations, les sorties des hôpitaux, les femmes en situation de violence, on ne les appelait pas comme ça, mais c'était surtout veiller au risque de prostitution, et les sortants de prison. Aujourd'hui, les centres d'hébergement, on sait ce qu'ils sont devenus. On a complètement oublié les sorties d'hospitalisation. Et presque on nous dit, mais non, il est malade, je ne peux pas le prendre. C'est ce que les professionnels entendent. Sauf que quand même, la création, c'était ça. 75, la création du médico-social. Donc là, on a dit, la fonction asilaire, on doit s'en départir. Il y a eu
des budgets qui ont été dédiés pour que des personnes en situation de handicap et ou malades, parce qu'aujourd'hui on a du mal à définir entre maladie chronique et handicap, puissent être hébergées et soignées. Donc, monsieur parlait de la loi HPST, et là, ça y est, on y est, 21e siècle. Je suis désolée, madame, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soignez les gens. C'était un rôle. Alors, juste, je rebondis parce que là, je reprends ma fonction de médecin PASS. Il faut que vous sachiez quand même que parce que nous sommes en pur cloisonnement sanitaire, médico-social, social, les hôpitaux ne voient pas forcément les opportunités qu'il y a pour réaliser la continuité des soins en ambulatoire par rapport à ces bêtes bloqueurs. Et je parle sous ton couvert, Régine, mais il existe ce qu'on appelle les lits halte soins de santé. Il existe les lits d'accueil médicalisés. Et donc, comme le patient est... Alors, mais je vais te laisser continuer. Juste par rapport à ce patient aurait pu être pris en charge en lit d'accueil médicalisé avec une HAD, comme à son domicile, pour y faire sa fin de vie, comme n'importe quel patient de la Creuse ou je ne sais pas où, mais parce qu'il existe ces structures-là. Mais comme nous sommes en France cloisonnés depuis 1975, eh bien, c'est un peu compliqué. Donc je te laisse continuer sur ça pour parler un peu d'hébergement. Oui, je voulais réagir là-dessus. Ça fait le lien avec l'intervention de monsieur là, au deuxième rang, qui est effectivement que finalement le cas évoqué montre de manière finalement très aiguë les limites en fait du système de santé, mais aussi pour les patients effectivement qui sont en isolement, en précarité sociale, du fin fond de l'Ardèche, pour prendre l'exemple évoqué. Alors oui, peut-être parce qu'il y a des cloisonnements, mais enfin, pour connaître par exemple le sujet, cette structure de Cancéro qui a développé sa propre HAD en cancérologie, justement, le virage ambulatoire a ses limites quand on est confronté à des patients qui sont isolés socialement, qu'on ne peut pas renvoyer à domicile chez eux tout simplement parce qu'ils sont tout seuls et qu'on a un doute sur la façon dont ils vont respecter les protocoles qui sont indiqués. Donc oui, les situations de précarité montrent les limites. On en est tous conscients, j'espère que cela est clair aujourd'hui, les limites de notre système de financement, et nous avons tous un regard critique sur le système et sur ses limites. Comme on est en responsabilité, on assume et on applique effectivement la loi, mais on voit aussi les limites du système et la pression financière, les contraintes qu'elles engendrent et les limites, un certain nombre de limites, dans la prise en charge et la difficulté effectivement à gérer toutes ces injonctions contradictoires. Alors, il y avait d'autres questions. D'autres questions ? Moi, c'était Je fais une remarque rapide le temps que le micro passe. Un des tabous difficiles dans ces discussions, c'est le fait qu'il existe des règles et qu'on puisse aussi parler de contraintes. Et c'est un peu ce que vous faisiez, monsieur. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir à dire il y a des limites. Et ça, c'est l'illustration du fait que nous fonctionnons dans des règles. Le cas de la contrainte au financement sur les caisses de sécurité sociale algériennes que tu évoquais, Guy, c'est un exemple aussi. On a contraint à financer. La PHP, il y a 20 ans, a essayé de faire la même chose avec précisément les caisses de sécurité sociale algériennes. Et en fait, sans focaliser d'ailleurs sur ce pays, parce que là, c'est l'exemple. Mais parfois, il y a des dispositifs où on doit parler de contraintes pour que les situations se débloquent. Ça peut être vrai à titre individuel. Vous avez cité un cas. On dit à la famille que si ça continue, elle va devoir payer et la situation s'est résolue autrement. Ça peut exister à titre collectif également. Et on le voit dans l'exemple cité tout à l'heure. Et moi, je maintiens sur ce point, vous vous doutez bien, le fait qu'on doit avoir à la fois l'approche individuelle et collective, parce que s'il n'y a pas de collectif dans nos approches du système de santé, il n'y a plus que de l'individuel, et l'individuel, c'est la loi du talion et la loi du plus fort. C'est-à-dire, on a de l'argent, on peut se faire soigner, on n'en a pas, on ne peut pas se faire soigner. Ces systèmes-là existent. Comme il y a du collectif et du financement et de la solidarité et ces interrogations partagées comme aujourd'hui, on peut traiter autrement les situations individuelles.
Je crois que c'est aussi l'intérêt profond de ce genre d'approche. Je me permets d'intervenir à la suite de Monsieur le Directeur. J'attends depuis un petit moment. Donc, Jackie Platon, je suis trésorière du collectif national des PASS et anciennement responsable du service social. Donc, moi, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Boiron parce que, effectivement, dans ce cas précis, si, je dis bien si, on a l'identité du patient, compte tenu de sa situation de policier, il est probablement venu avec un visa. Pour avoir un visa, il y a des règles. On doit donner un hébergeant, on doit avoir une assurance, même si on sait que si on fait appel à l'assurance, elle remboursera probablement rien compte tenu de la situation du patient connue précédemment et que les assurances couvrent très peu de choses lorsqu'elles sont prises pour les visas. Tout ça, on le sait. Mais je veux dire, pour avoir un visa pour venir en France, il y a un certain nombre de règles, et notamment d'avoir un lieu d'hébergement. Quand on s'engage à héberger la personne, on s'engage aussi sur les frais financiers. C'est la loi, je veux dire tout bêtement. Et les services financiers, eux, peuvent aller chercher, et je trouve que le service social doit intervenir à ce niveau-là avec les frais de séjour, parce qu'on travaille en bonne intelligence et en collaboration. Donc, on a des éléments que l'on peut transmettre. Et pour citer l'hôpital où j'étais avant d'être en retraite, qui est l'hôpital Saint-Louis, au service des frais de séjour, on avait quelqu'un qui était chargé des relations internationales et qui arrivait à récupérer effectivement un certain nombre de prises en charge pour des patients pour lesquels il y avait une hospitalisation, il y avait un suivi. Je ne discute pas du tout du bien fondé de l'hospitaliser ou pas dans cette situation-là. Simplement sur l'accompagnement social, il y a des démarches à faire, des mesures à prendre et on arrive un certain nombre de fois à trouver des solutions. Sur l'hébergement, quand tu dis l'HAD, Thierry, pour ce patient, on met en HAD qu'un patient qui a une famille ou un accompagnement autour, mais pas un patient seul en HAD, c'est pas possible, parce que en LAM, ok, mais sur l'HAD, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un entourage, sinon on sait bien que c'est trop difficile pour le patient. Oui, Thomas Depardieu, je suis directeur d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il en fallait un. Je rejoins ce que vient de dire Madame, c'est-à-dire que dans votre situation, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple si la personne avait eu un hébergement. Pour tout le travail d'accompagnement en collaboration, aussi d'un point de vue social. Et puis dire que les situations et les cas de collaboration entre l'hôpital et le social existent, notamment de l'HAD en hébergement, ça existe aussi. Le nombre de personnes qui sont décédées en CHRS voilà, sont aussi nombreuses, et qu'on réalise un travail ensemble, hôpital CHRS, qui mérite d'être peut-être plus structuré, plus cadré, qui manque d'espace de concertation, de collaboration, comme ça a pu être le cas avec les conseils locaux de santé mentale, où là, les espaces de discussion existent. Peut-être qu'au niveau de l'urgence, on a des améliorations à avoir, et la création des PASS y contribue. Enfin, le lien se fait à travers les PASS également. En tout cas, les choses existent, peut-être pas suffisamment, mais on a besoin, nous, de notre côté aussi, d'avoir des portes qui s'ouvrent plus facilement et des espaces de concertation, et je pense qu'on pourra y arriver très facilement puisque les bonnes volontés sont de part et d'autre. J'en profite pour faire une... Excusez-moi. C'est intéressant et merci pour votre intervention, monsieur. On sent le changement aussi, y compris dans la recherche, et je vous invite à vous mobiliser là-dessus. Il y a un programme de recherche qui s'appelle EFI Chronique, qui porte sur les maladies chroniques et vulnérabilité. L'idée, c'est qu'on sait faire de l'éducation thérapeutique pour les classes moyennes, ça marche très bien. Certaines pathologies ont nettement progressé. En revanche, dès qu'on est sur le champ de la défavorisation, j'utilise volontairement ce mot québécois parce qu'il regroupe la vulnérabilité pour nos collègues européens. C'est l'entente qu'on a eue sur le terme défavorisation, c'est-à-dire que peu d'éducation,
peu ou pas de revenus, un habitat pas toujours conforme pour les soins et un isolement. Hein, donc toute la panoplie de la précarité. Et on va essayer de... Donc le service social a été associé à ça. Et on va essayer de trouver des méthodes pour que ces populations puissent aussi bénéficier de cet accompagnement-là et de cette forme de soins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le soin très lourd, très cher à l'hôpital dont on vient de parler, mais il y a aussi tout le soin, l'après-hôpital. Et on voit qu'il y a quand même des progrès à faire. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les équipes médicales connaissent les situations individuelles de leurs patients, mais ont du mal à appréhender comment faire avec le groupe de personnes en situation de précarité. Et ce savoir-là, aujourd'hui, il me semble que ce sont vous, les centres d'hébergement, que ce soit le médico-social, qui est ce savoir-faire, et il faut à tout prix que vous y soyez associés. Juste une remarque. Quand je parlais d'ambulatoire, Thierry, c'est pas l'ambulatoire forcément ce que j'appelle renvoyer en ville. C'est pas ça. Quand je dis ambulatoire, c'est donner l'opportunité des hôpitaux d'avoir de vraies unités PASS avec un temps dédié de PASS. J'ai rencontré dernièrement un médecin d'Aubonne, je crois, un cardiologue, qui en fait a dû monter, parce qu'elle a vu dans les besoins de son hôpital, une unité PASS avec les moyens de bord. Et ces moyens de bord, c'était, je crois, une consultation par semaine d'unité PASS. Enfin, voilà. Et du coup, ce que je disais, c'est une unité de PASS, quand on leur donne les moyens d'avoir une équipe pluridisciplinaire, elle peut faire ce que j'appelle la jonction ambulatoire hôpital-ville, parce que ces médecins experts peuvent travailler avec un temps dédié à la difficulté de la barrière linguistique, avec l'équipe dédiée sur place, multidisciplinaire. C'est ça dont je parlais. Parce que, à vrai dire, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'en ville, il y a une carence de médecins, le temps de consultation est compté, et tous les médecins de ville, en général, quand on appelle l'hôpital magnétique par la grande pluridisciplinarité des spécialités, eh bien, renvoient le patient aux urgences le plus souvent, et en fin de compte, les urgences, ben, c'est pareil, ils sont là pour les urgences vitales, et s'ils n'ont pas une passe, hop, c'est quand même plus facile d'hospitaliser, entre guillemets, pour se délester de ce box. Ça, c'était la première remarque. Deuxièmement, par rapport à ce que je disais, c'est la difficulté que nous avons, nous, par exemple, de recruter des médecins qui ont cette expertise. Quand on sait qu'une vacation, excusez-moi, mais je parle de sous aussi, hein, et vacation à 50 €, aller chercher un médecin pour 50 €. Excusez-moi, voilà. C'était juste le côté économique. Juste à ce propos, c'est vrai que puisqu'on a des directeurs, puisque Aïda, tu parles de ça, c'est vrai que cette somme que va gagner le médecin, elle est tellement faible qu'elle est presque indigne, mais cependant, on a quand même des médecins qui sont contents de venir travailler. Hein, et donc à la PASS, on a comme dans beaucoup de PASS, des médecins qui travaillent en ville, qui sont donc eux-mêmes des interfaces ville-hôpital, et qui viennent travailler parce qu'ils trouvent quelque chose. Sinon, en effet, pour gagner 50 €, plus tout ce qu'ils perdent, ça n'a aucun sens. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils trouvent vraiment quelque chose, donc ce travail de coordination de sens, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, ça coûte très peu cher, parce que si c'est payé 70 € une demi-journée, on va dire à l'année, une vacation, elle va gagner 5 000 €, donc charge comprise, même pas 10 000 €, eh bien cette somme-là, elle est automatiquement rentabilisée si on évite quelques journées d'hospitalisation en spécialité coûteuse. Donc, il faut investir sur les passes. Bonjour, Olivier Ozas, je suis médecin de passe et puis médecin de soins palliatifs. Je pense que ce cas clinique soulève deux points très intéressants. Le premier, c'est que quand il y a une charge sociale importante, les médecins ont tendance à être en difficulté pour réfléchir. Je trouve que là, on parle beaucoup de tous les enjeux prise en charge sociale, financière de cette situation-là, alors qu'en fait, on observe parallèlement que chez un patient dont on ne connaît pas les antécédents de traitement, qui n'est pas dans les conditions de vie lui permettant de faire face aux effets secondaires d'une chimiothérapie, et qui vient parce qu'il en a marre de souffrir, souffrance qui, tu le disais Claire, est réglée en quelques jours. Alors une partie de la souffrance, en tout cas la douleur, est réglée en quelques jours à l'UHCD, donc ça veut dire qu'il fallait adapter ces antalgiques
c'est pas le SUTENT qui fait que le patient n'a plus mal, c'est la prise en charge qui a été rapidement réalisée aux urgences, donc qui aurait tout à fait pu être réalisée dans son pays. Donc là, on va proposer une chimiothérapie hors de prix à un patient avec lequel, visiblement, on n'a pas pu décider d'un projet de soins que la chimiothérapie servirait. Et en faisant ça, on complique le suite de la prise en charge parce qu'il va falloir médicaliser son lieu de vie, quel qu'il soit, pour qu'il puisse encaisser les conséquences de la chimiothérapie dont on n'est pas sûr qu'elle serve les objectifs, puisqu'on n'a pas réussi à les définir avec lui, parce que c'est une situation complexe, évidemment. Donc là, je trouve que c'est difficile parce qu'on observe que la question sociale est tellement importante, la crainte et le SUTENT et les journées d'hospice, la crainte des impayés est tellement importante qu'on bug un peu le bon sens de la réflexion médicale. Et c'est là que je trouve ça renvoie à la question. C'est là que le collectif et la différence entre le collectif et l'individuel, à mon avis, n'est pas forcément clivante. Elle l'est dans ce cas parce que cette réflexion spécifique de faut-il ou pas déployer ces moyens se porte très souvent sur les patients les plus précaires, les plus vulnérables, qui n'ont pas de couverture maladie, alors que le SUTENT a produit une augmentation mesurée de l'espérance de vie chez tout le monde, qu'on soit algérien sans papier ou ardéchois avec une super mutuelle. C'est toujours les mêmes conséquences, ce traitement-là. Donc parfois, dans certaines conditions, si on arrive à construire un projet, ça peut être pertinent, mais c'est le préalable. Et là, je pense que la question du collectif, elle est aidante, parce qu'il faut que cette question, elle sorte de ce patient-là particulier, et il faut qu'elle gagne l'intégralité. Sinon, c'est là que c'est clivant. C'est que quand on réfléchit à cette question qui, à mon avis, est pertinente, uniquement pour les patients qui sont les plus vulnérables. Et vous disiez qu'en tant que directeur des finances, vous n'avez jamais demandé une sortie d'hospitalisation. Malheureusement, les médecins le font tout seuls. C'est-à-dire qu'on observe que, parce qu'on a la crainte ou qu'on se sent missionné de faire gaffe aux finances de notre hôpital, qu'on soit à la passe sur une petite MIG ou dans un service d'hospice, les durées d'hospitalisation sont parfois très courtes, avec un retour à la rue, là où, parallèlement, effectivement, dans la chambre d'à côté, on a l'attente longue et longue et longue de la place en EHPAD ou en SSR. Donc voilà, donc on n'a pas besoin que le directeur des finances nous fasse mettre les gens dehors. Souvent, les médecins s'en chargent tout seuls, portés par une bonne volonté. Merci. Alors, juste, je vais réagir aux propos d'Olivier. On accueille, bonjour Jean-Louis Misset, ancien chef de service de cancérologie de l'hôpital Saint-Louis, qui a beaucoup réfléchi avec nous sur ces questions. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, la réflexion qu'on a dans ce cas particulier, bien sûr, elle est poussée parce qu'il y a des questions sociales et financières, mais en réalité, c'est une réflexion qu'on devrait avoir pour tout le monde. Et bon, je ne vais pas trahir la fin de l'histoire, mais non. Mais quand même, le propos de l'urologue qu'on a été sollicité pour traiter cette situation, on a été le voir, c'est pour ça qu'on a organisé la RCP médico-sociale et éthique. Je lui ai dit, mais Pierre, dans cette situation, est-ce que ce patient va bénéficier du traitement? Parce que jusqu'alors, toutes les discussions tournaient autour des 3 mois de l'AME pour voir si on pouvait lui donner le traitement. Et l'urologue m'a dit, mais je crois sincèrement que le patient ne bénéficiera pas du traitement, et même encore pire, il pourrait être... la masse est tellement importante que le traitement pourrait être encore plus toxique. Donc, ce que disait notre collègue urologue lors de l'atelier collaboratif qu'on a mené à l'espace éthique de la région Île-de-France, eh bien, c'était de dire que peut-être justement, on a donné la chance aux patients de faire ce choix, et que parfois, un peu de façon automatique, on va oublier de faire. Oui, Laure Dehaene, responsable de la PAS Dermato à Saint-Louis. Je vous remercie de cette remarque, parce qu'effectivement, moi, depuis le début de la présentation de votre cas complexe, j'ai été un peu, choquée par la décision de la RCP, en fait. Voilà. Et effectivement, ça nous amène à penser que par son bagage social, on s'est posé des questions, et c'est là que ça devient clivant et que ça pose un problème. Mais c'est bien antérieurement que je me serais, moi, en tant que médecin, posé des questions, indépendamment du bagage social. Et on peut se poser la question de l'inflation. Enfin, moi, je me pose en tant que médecin du côté peut-être parfois non toujours
inflationniste des RCP concernant des malades qui ne sont pas en adéquation forcément avec le service qu'on doit leur rendre. Voilà. Oui, Mathieu Monconduit, je vais intervenir à deux niveaux. Premier niveau, c'est comme ancien médecin hématologue, donc usager de traitements onéreux. Et ma préoccupation, c'est quelle est la réponse qui a été donnée aux patients, précisément, après les RCP. Quelle a été la transparence du message qui lui a été porté à ce moment-là? Car c'est un problème très général qu'on va trouver dans d'autres situations où il y a certes une proposition, mais il y a ensuite un médiateur, le médecin, un médiateur de cette proposition qui va voir comment elle peut ou non être cohérente avec ce patient qu'il connaît depuis un certain temps et dont il connaît éventuellement les repères. Donc c'est une première question, mais qui est beaucoup plus générale. La deuxième question, deuxième regard, c'est en tant qu'ancien directeur de CLCC. Et avec la préoccupation de voir comment le modèle PASS peut être étendu à d'autres secteurs, et en particulier l'intégration qui est montrée à la fois de politique sanitaire, mais aussi financière. Est-ce que vous pensez que les réglementations que nous avons héritées en 1975, compte tenu des évolutions sociétales, est toujours valable? Est-ce qu'on doit la laisser sur son piédestal, ou est-ce qu'on ne doit pas travailler en tout cas, à un décloisonnement? Mais décloisonnement dont on mesure parfaitement la complexité, compte tenu des enjeux politiques qui sont derrière, en particulier sur la place des conseils départementaux, qui veulent la stabilité. C'est leur survie, leur raison d'être. Mais est-ce que leur raison d'être justifie les cloisonnements que l'on a tout de suite, en tout cas les aberrations auxquelles ce cloisonnement aboutit? Mais pour cela, pour développer de tels décloisonnements, il faut une confiance aussi entre les différents partenaires, entre l'hôpital et le secteur de la ville, entre médecins à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi à l'extérieur de l'hôpital et les autres secteurs d'aide à la santé. Cette confiance, on est malheureusement témoin au quotidien, comme responsable d'établissement, qu'elle est éprouvée par les comportements internes ou les comportements externes. Il y a toutes sortes de provocations qui surviennent pour mettre cette confiance en difficulté. Donc le travail, je pense qu'il y a un travail qui est nécessaire. C'est aussi une confiance vis-à-vis entre les responsables hospitaliers et leur tutelle. Puisque Guy Vallée est dans la salle, il se souvient sans doute que quand je suis arrivé comme responsable de l'établissement, il avait eu peu avant la visite de la tutelle qui lui avait dit « Préparez-vous à intégrer le CLCC ». Ah. Et je savais combien la situation de l'établissement était précaire. Et je savais que l'on voulait en même temps développer les allogreffes de moelle osseuse, particulièrement onéreuses. L'engagement pris avec la tutelle a été de limiter le nombre de greffes que l'on ferait dans l'année et de déporter sur d'autres établissements, en particulier sur Paris, les greffes qui pouvaient l'être. Engagement tenu, confiance réétablie parce qu'elle était mise à mal. Donc je crois qu'il y a des étapes dans la vie d'un établissement, dans la vie des responsables de ces établissements, qui font que, oui, ça peut fonctionner et on peut, comme vous le disiez, madame, essayer de répondre au mieux aux attentes de la population par rapport aux services que ces établissements doivent rendre. Merci. Alors, Sophie, sur les centres de lutte contre le cancer et les liens avec les autres établissements. Après, on prend une dernière question et on clôture. Merci.
Merci. Oui, peut-être pour rebondir sur votre interrogation, et qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour faire évoluer la réglementation, pour être finalement plus à même de répondre aux interrogations et permettre d'investir dans les structures comme les PASS, parce que finalement c'est un peu la vraie question. On voit que ça fonctionne. Oui, il faut investir, répond le directeur d'établissement. Après, comment il investit? De manière limitée, si effectivement des moyens supplémentaires ne lui sont pas octroyés. Mais alors, ces moyens étant contraints, quel serait finalement le meilleur cadre? Alors après, dans les faits, il faudra voir si ça peut être effectif, mais c'est vrai que la logique aujourd'hui territoriale, via les groupements hospitaliers de territoire, pourrait être dans certains territoires en particulier une réponse en se disant qu'on pourrait avoir une approche territoriale du sujet, puisque finalement c'est souvent les problématiques de précarité, elles ont aussi un ancrage géographique et spatial, et les territoires sont sans doute le bon niveau pour analyser ces problématiques. Alors après, les GHT ont beaucoup à faire. Alors est-ce que dans les faits, et rapidement et concrètement, ça sera possible? Mais voilà un petit peu la réponse que je ferai. Finalement, je rejoins ce que disait mon confrère de la PASS, c'est-à-dire que ce que vous questionnez tous deux, c'est en fait la notion d'objectivité dans ce que va relever le médecin, dans la décision médicale qui va être prise, en fait. C'est où se place maintenant l'objectivité avec tous ces différents éléments qui viennent influer sur la décision médicale. En fait, c'est là où je rejoins ce que vous disiez, c'est que finalement, on doit presque être à nouveau en quête de ce qu'est notre décision sur l'evidence-based medicine et non plus sur la finance-based medicine. Donc finalement, on a eu un changement de paradigme énorme ces dernières années qui nous pousse à avoir un mode de réflexion des neurones qui sont connectés complètement différemment dans notre décision médicale. Et c'est vrai que la question de l'objectivité qui est faite aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que ce traitement était en adéquation au niveau bénéfice-risque pour le patient, c'est une question objective de médecin qui, là, est indépendante totalement des coûts financiers. Et c'est vrai que cette objectivité, on doit la resituer dans le contexte actuel, et c'est ce qui me semble très important dans ce que vous dites. Et c'est vrai que nous, ça va être un peu un souci maintenant de se rallier à cette cause scientifique, on va dire purement scientifique, des fois dans certaines décisions. Et là, je rejoins la notion de confiance, c'est que dans ce colloque singulier, quand le médecin va devoir rapporter justement la décision d'une RCP, vous disiez, ce patient, il est bizarre, il nous raconte rien. Mais finalement, vous êtes méfiant, donc émetteur-récepteur, lui, il va l'être aussi. Il se dit, mais alors comment moi je peux être sûr que la décision de ces chers gens français qui se sont réunis autour de mon cas est parfaitement objective? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de me juger de par mon origine, et est-ce qu'ils ne vont pas dire, non monsieur, on ne vous donne pas le traitement parce que je suis algérien? Donc lui, ce qu'il veut voir dans nos yeux, parce que c'est bien du personne to personne, qu'est-ce que, en fait, si vous ne me donnez pas ce stent, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'objectivement, vous ne l'auriez pas donné à un patient français non plus? Ou est-ce que c'est subjectivement parce que je suis algérien, que je suis un étranger malade? C'est ça la question qui pose le patient, d'où sa méfiance. Chers collègues, merci pour cette question, parce que c'est exactement comme ça, en fait, qu'on a fini la situation. Et avant de passer à la suite, l'urologue en question, qui est, à vrai dire, un urologue de bon sens et qui a de l'expérience, après notre RCP médico-social et éthique, où justement on a placé au centre de la question le médical dans le sens d'une approche globale, et non la finance, c'était pas finance-based decision, mais c'était vraiment centré sur le médical. Le meilleur intérêt pour lui, c'était de ne pas risquer ce traitement qui aurait pu le tuer directement, c'était d'avoir le traitement de support, le soin palliatif. Et son choix a été de rester en France pour les raisons avec lesquelles il va mourir, qu'on ne connaîtra peut-être jamais, mais certainement la peur de cette souffrance. Et en effet, le temps qui était très important, et Denis insiste toujours, le temps de retour vers le patient, ça a été un très beau temps d'échange que j'ai partagé avec ce collègue urologue qui a été en face à face au service porte, parler, et c'était plus d'humain à humain, de la réalité de sa situation, en toute transparence. Le patient a demandé à plusieurs reprises, est-ce que je peux guérir? Voilà. Est-ce qu'on peut... Il pensait encore qu'on pouvait lui enlever son cancer, alors que le cancer était diffusé dans plusieurs organes. Donc, face à une question vraiment posée clairement, la réponse a été claire, loyale, transparente.
Et c'est comme ça que les choses se sont faites de la façon la meilleure par rapport à la situation qui était finalement sans solution, enfin une situation aporétique. Alors, Thierry, une dernière remarque et après on va lancer la suite. 30 secondes, je vous soumets une deuxième réflexion, mais qui, j'espère, fera moins le flop sur la perte de chance. Je vais vous parler de la pertinence d'hospitalisation. Et ça, je suis sûr que ça va vous parler en tant que directeur. Je ne parle pas à mes collègues, à mes confrères et consoeurs. Pertinence d'hospitalisation. De façon empirique, lorsque vous avez un médecin avec son assistante sociale dans un service qui rencontre une équipe de PASS, bien évidemment, par les connaissances de chacun et par le travail de chacun, on arrive à diminuer la durée moyenne de séjour de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que nous connaissons les CHRS, parce que nous connaissons les haltes de santé, les LAM, comment renvoyer à son domicile avec éventuellement le passage d'une passe mobile. Voilà, tout ça. Alors, je ne parle pas forcément d'une RCP, et donc je soumets à votre réflexion le fait, premièrement, d'aller voir les directeurs de CHRS, parce que je sais que vous êtes en relation avec les directeurs de CHRS, de telle manière à savoir comment on peut renvoyer dans un maximum de sécurité les bed bloqueurs qui sont en situation de précarité. Et la deuxième chose, et ça c'est pour un petit clin d'œil au financement des passes, voir comment avec une DMS diminuée, donc avec les coûts réalisés, grâce à la pertinence d'hospitalisation, on pourrait, en plus de la MIG, financer, parce que vous l'avez bien compris avec ce sujet, avec ce cas clinique d'aujourd'hui, comme c'est chronophage, comme ça prend du temps au médecin PASS, comme ça prend du temps à l'assistante sociale de la PASS, ça prend du temps aux médecins des étages ou aux médecins urgentistes. Si on finançait un peu plus la PASS pour qu'il y ait justement ces personnes qui sont spécialisées, si on n'améliorait pas la pertinence d'hospitalisation dans vos hôpitaux. Et j'ai terminé. Eh bien, oui, je crois qu'il n'y a rien à ajouter après ça. On est convaincus. Formidable, il faudra remonter ça. Et merci beaucoup pour chacune de vos interventions.